Tour Saint-Jacques. Bonjour Julia. La Tour Saint-Jacques qui ouvre ou qui rouvre ses portes. Elle était en travaux pendant quelques années. Maintenant, ça y est, on peut visiter la Tour Saint-Jacques. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse Tour Saint-Jacques? Plutôt méconnue des Français et des Parisiens, parce que pour nous, elle a longtemps été bien recouverte d'échafaudage. On ne sait pas trop pourquoi elle est là. C'est une tour unique, ornementale. En fait, cette tour, elle a une histoire très, très étrange et assez incroyable. Au départ, Thierry, il s'agit d'une église majestueuse, très, très belle, construite entre le 11e et le 14e siècle. Là, l'église Saint-Jacques, c'est même de là que partent les gens qui vont faire le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Donc, c'est un lieu très, très important. Et puis en 1797, elle est victime d'un phénomène assez courant à l'époque qui nous semble, à nous aujourd'hui, complètement surréaliste. On vendait les monuments comme ça, anciens, la vieille pierre, on les vendait à des vendeurs de pierre. Ça servait de carrière pour construire d'autres choses. Donc cette église, eh bien, elle est littéralement démantelée. On l'a déconstruite, quoi. On l'a déconstruit complètement, sauf qu'au moment de la vente, on découvre une clause qui protège le clocher. Donc le clocher est vidé de sa cloche qui est fondue, évidemment, et il ne reste que cette tour ornementale au milieu d'un square qui porte son nom, ce qui est quand même assez dingue au final. Il y a d'autres endroits de Paris, comme Sainte-Opportune par exemple, qui a complètement disparu. Les endroits où il y a des saints étaient des lieux où autrefois il y avait des églises, des choses comme ça, qui ont été complètement démantelées à Paris. Alors cette tour, on peut la visiter finalement que très rarement pour des raisons de sécurité, pour des raisons aussi de petits espaces. Et du coup, on se sent un petit peu privilégié. C'est des moments précieux, 4 mois par an, du 30 juin au 29 octobre. Je vous offre une vue imprenable sur Paris. Regardez. Bonjour Cécile. Bonjour, bienvenue. Combien de marches je viens de monter? Alors un tout petit peu moins de 300. Ah, je les ai bien senties. La tour Saint-Jacques, c'est un bâtiment qui est un petit peu surprenant puisque c'est une tour posée au milieu d'un jardin, donc on a un petit peu du mal à imaginer ce que ça a pu être. Et donc à l'origine, tout simplement, c'était le clocher d'une église qu'on appelait l'église Saint-Jacques de la Boucherie. Et c'est vrai que l'église va disparaître en 1797, donc on a conservé que le clocher, mais clocher qui a perdu ses cloches et donc qui est aujourd'hui une tour ornementale qu'on appelle la tour Saint-Jacques. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. La visite, elle a 2 objectifs. Déjà, refaire découvrir le bâtiment, mais aussi, bien sûr, profiter du panorama que la tour offre sur Paris. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. On aperçoit la canopée des Halles. Alors, bien sûr, vous avez le Sacré-Cœur et Montmartre. Vous avez, bien sûr, ici, le Centre Pompidou derrière vous. Mais le ciel de Paris... On commence au socle avec quelques explications sur le contexte, la raison de la disparition de l'église et d'autres éléments. On a 2 vitraux qui sont vraiment intéressants. Dans les médaillons, on va pouvoir lire des lettres, le T et le B de Théodore Balue, qui est celui donc, qui a participé à la conception des vitraux et à toute la restauration entre 1852 et 1855. En plus des visites guidées traditionnelles, vous avez aussi la possibilité de découvrir la tour sur un site internet qui permet d'avoir des détails de la tour Saint-Jacques sur toute sa hauteur. Et via ce site internet, on peut vraiment aller dans le détail de chacune des sculptures qui ornent cette tour en plein Paris. Le point culminant, c'est bien sûr Saint-Jacques qui est à 62 mètres de haut. La statue, elle fait 3,5 mètres. Et les 4 personnages que vous avez, ou les 4 animaux, ce sont ce qu'on appelle les évangélistes tétramorphes. En face de vous, vous avez l'hôtel de ville. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le point de vue en hauteur, il change nos perspectives sur la ville. Donc on peut voir à la fois les éléments les plus historiques et les plus anciens de la ville de Paris, et en même temps les nouvelles constructions. C'est toujours un plaisir de voir l'émerveillement même des Parisiens qui sont vraiment très très enthousiasmés par cette vue à 360 sur tout Paris. Imprenable sur On la a fait un capitale. joli tour, hein.
avec l'histoire de la tour racontée par des historiens, hein, c'est ça, hein. 300 marches, vous pouvez retrouver tout sur le site des mots et des arts, et c'est du 30 juin au 29 octobre. Rassurez-moi, Loïc, vous n'êtes pas parti avec le loup non, dans les grottes de Rocamadour. C'est non. Gérard Blanchard. Énorme succès. Ah bah oui. Il y a quelques années. Bon, alors, nous sommes à Rocamadour. Vous y êtes allé pour une raison bien précise. D'abord parce que c'est superbe. Moi, je ne connaissais pas Rocamadour. J'en avais entendu parler, mais forcément, c'est la première fois que je m'y suis rendu. Mais en tout cas, ça a un charme incroyable. Vous avez ce rocher, vous avez ce village qui est accroché comme ça à la falaise. Et puis, effectivement, Rocamadour, pour le gastronome que je suis, c'est surtout un fromage à la base. Ah, oui. Incroyable. Et l'idée, en fait, là, c'est que je voulais vous montrer qu'il y a la possibilité... On est dans une idée avec le Triporteur tout cet été de vous emmener sur la route des vacances. Et il y a du tourisme vert. La France est assez forte, d'ailleurs, dans ce tourisme vert. On a le Périgord, on a la Corrèze et on a le Lot. Là, nous sommes allés dans le Lot. Et là-bas, à Rocamadour, les producteurs se bougent. C'est-à-dire que les producteurs se sont rendus compte qu'il y avait des touristes qui venaient et qu'il fallait peut-être leur transmettre, parce qu'il y a une vraie demande. Il y a une vraie révolution qui s'opère chez les agriculteurs aujourd'hui. Parce que le consommateur et l'agriculteur ont besoin de se rencontrer, de travailler ensemble, peut-être de supprimer les intermédiaires. Et leur idée aux producteurs de Rocamadour, de fromage de chèvre de Rocamadour, c'est de créer un food truck. C'est-à-dire qu'ils ont aménagé un food truck, ils ont demandé à Marilyn, qui est leur animatrice, de prendre le food truck et de partir sur les routes de la région pour transmettre la bonne parole, pour leur faire goûter. Et le but, c'est pas du tout de vendre du Rocamadour, c'est vraiment de leur expliquer comment se produit le Rocamadour et comment il s'invente, comment il se crée et comment il fait partie du terroir de Rocamadour. Regardez. Aujourd'hui, le Triporteur est dans le Lot. Après la grande tournée de Céline Dion en Europe, il y a Marilyn avec son food truck du Rocamadour. Allez hop, en route Marilyn. La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Bon, Marilyn. Salut Louis. Il faut y aller doucement parce qu'il y a un engin très précieux sur le toit. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai vu. On va faire attention. Comment c'est né cette histoire en fait du food truck? Parce que c'est pas tous les producteurs qui se mobilisent pour avoir un food truck. Et non, alors l'idée c'était de se dire, on a une superbe région, on a un super produit, donc il faut qu'on le fasse découvrir à tous ces gens qui sont là pendant l'été. L'objectif c'est pas de vendre en fait dans ce food truck. L'objectif c'est de faire goûter le produit, de faire découvrir le métier d'agriculteur et de fromager. Donc on va dans les campings, après on nous retrouve sur certains festivals, sur des marchés. Cet après-midi, on sera à Rocamadour, juste à côté de l'Office du tourisme. Ouais. Demain, on est au gouffre de Padirac. De toute façon, il y a des arbres là. Est-ce qu'on va passer? On y va tout doucement. Allez, hop. Allez. Ah ouais, ça passe. Et alors ici à Rocamadour, chez certains producteurs, on peut même assister à la traite. À 18h, on vient assister en public à la traite des 75 chèvres d'Éric. Bonjour madame, allez-y après vous. Non, c'est à vous, c'est à vous. Voilà, vous attrapez le pied, vous la branchez. Et après, il faut lui faire une petite caresse, voilà. Nous, on a fait le choix de prendre une ferme, mais de l'ouvrir au public. Parce que on estimait que de montrer notre produit, notre savoir-faire, c'était important. C'est une façon de transmettre quelque chose ou pas? Est-ce qu'on transmet des choses? C'est pas du spectacle là. Au moins on cache rien. Oui. Déjà, d'une. Voilà, et puis après, c'est ma passion. Si je veux vivre de mon travail, ça me permet aussi d'écouler ma production. Voilà. Parce que derrière, il y a la boutique. Il y a un petit magasin, voilà. Oui. On goûte mieux le Rocamadour si on est venu ici? Eh bien, on a déjà un visage sur le Rocamadour. Ah oui. Donc déjà, c'est important de savoir on sait qui le fait. Qui l'a fait. Christopher à l'ombre. À l'ombre Là, on est dans la cité, en fait, exactement, de Rocamadour. Dans la cité médiévale, dans la rue principale de Rocamadour. Nous avons un carpaccio de tomates ancienne. Oui. Rocamadour pané aux noix de la Dordogne. Alors, on prend les tomates. Là, on a la green zebra. Oui. Ah, la cornue des Andes. Oui, on dirait une corne. Et alors là, il y en a une que moi j'aime beaucoup. Regardez. Elle est presque noire, en fait. C'est la noire de Crimée. On prépare la panure du Rocamadour.
Oui. Très simple. Très un bien. caramel à sec. Ok. Dès que ça commence à prendre coloration, on met les noix dedans. C'est une nougatine de noix. Et là, on va juste rouler le rocamadour dedans? Exactement. D'accord. Et passer à la poêle juste pour le servir tiède. Je pense que sur le triporteur, on pourrait faire des œufs au plat, là, presque, là, non? Il Non faudrait une paille. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est pas mal pour un petit déjeuner. Moi, je suis preneur. Ah bah, c'est plutôt pas mal. Alors, juste, là, on était à Rocamadour. Ce week-end, ils étaient à Montcu. Ça s'improvise pas, hein. Voilà. Ils sont à Saint-Cyr-la-Popie aujourd'hui. Demain, ils vont être à Montbrun. Bref, ils font toute une tournée. Et puis surtout, si vous passez par là-bas, allez faire un coucou à Eric, qui est tous les soirs à 18h à la traite. Et il y a 15-20 personnes qui sont acceptées pendant la traite. Et on découvre le métier. Et surtout, on repart avec des fromages de Rocamadour. Rassurez-vous, il y a du monde dans la région. Pas de souci. Merci beaucoup, Loïc. Si l'on se serre, couche d'ozone et effet de serre, il trouve pour ce souci. Ça connaissais pas cette chanson? Le drôle de zèbre. Cette chanson, c'est la chanson que Souchon chante dans le film de Jean Poiret, que Jean Poiret a adapté sur du le livre, zèbre. Eh ben, en fait, j'ai pas vu le le film. zèbre. Je n'ai lu que le livre Voilà. et relu. Donc, on va parler de ce fameux zèbre, le Zubial. Le zèbre, c'est une création de 1988 et c'est Alexandre Jardin qui est l'auteur. Exactement. Et ce qui est absolument fantastique, c'est qu'en 1988, Alexandre Jardin, il a 23 ans. Ah oui. Et c'est pas son premier best-seller, c'est son deuxième best-seller. Alors, il a choisi lui-même de parler du zèbre, c'est ce qui lui faisait plaisir. Le précédent s'appelait quand même Bille en tête, il avait 21 ans. Donc en fait, Alexandre Jardin est un surdoué. Un surdoué de l'écriture, un surdoué de l'imagination. Et l'histoire du zèbre, alors sur le papier, elle n'est pas complètement originale, mais en fait, c'est la manière dont il le réalise et c'est les idées du zèbre qui sont totalement folles. C'est l'histoire de Gaspard Sauvage, dit le zèbre, qui est un notaire de province, marié depuis 15 ans à Camille, très heureux, 2 enfants, dont un qui se surnomme Tulipe. Donc on sent qu'on est chez des gens un peu bizarres, un peu barrés. Et puis les ardeurs des premiers jours ont fondu. Et son amour est un peu moins fort. Et il aimerait retrouver cette fougue des premiers temps. Et donc c'est là qu'il se met à pas péter un câble, mais à inventer des procédés absolument extraordinaires. J'ai donc rencontré Alexandre Jardin pour nous parler de cet ouvrage qui a une genèse absolument incroyable. Écoutez bien. Gaspard Sauvage, dit le zèbre, refusait de croire au déclin des passions. Il se sentait né pour aimer une femme, la sienne. Quel était le point de départ de cette histoire totalement foutraque? Des circonstances extravagantes. J'avais déjà écrit un premier roman, j'avais une date de remise de mon deuxième roman, et j'arrive à la campagne, et je dis à ma mère que je viens d'écrire un livre, et que j'ai honte, parce que ce livre ne me ressemble pas. Maman m'a dit, il te ressemble vraiment pas. J'ai dit non. Elle a pris le manuscrit, elle l'a jeté dans le feu. Elle l'a même pas lu? Non, elle l'a brûlé. Elle m'a dit, tu ne peux pas publier quelque chose qui ne te ressemble pas. Elle m'a mis dans une mer de noir, parce que j'avais une date de remise. Et donc j'ai écrit Le Zèbre en 6 semaines. C'est un livre de remplacement. Et le point de départ? La certitude que mon père aurait dû vivre ça. Dans mon roman, il est quand même plus efficace que papa. Mais j'ai toujours vu mon père reconquérir ma mère. C'était quoi votre état amoureux au moment de l'écriture du Zèbre? J'étais très épris et j'avais peur que ça file. Et j'écrivais l'homme que je n'étais pas, l'homme rêvé que j'aimerais être. Je réparais par avance la médiocrité de la vie. Est-ce que vous êtes comme Gaspard Sauvage, adepte des contes de fées? Ça me semble le minimum de la sagesse. Parce que dans les contes vivent les grands archétypes qui sont puissants et qui nous rendent puissants. Et c'est vrai qu'en écrivant ce livre, j'espérais qu'il rendrait les lecteurs et les lectrices puissants. J'ai adoré que des dizaines de milliers de gens, voire plus, aient joué au zèbre. Parce qu'au fond, si la fiction inspire notre réalité, ça vaut le coup de publier. Le Zèbre, c'est un livre gai ou c'est un livre triste? C'est un livre gaiement désespéré. Comment vous expliquez le succès immédiat du Zèbre? Un énorme malentendu. Et en même temps, en l'écrivant très très vite, j'avais la certitude que j'écrivais mal, puisque j'étais encore un très jeune écrivain, sur un très grand sujet.
Je savais que le sujet était plus grand que moi. On oublie de préciser quand même qu'il est récompensé pour ce livre. Les dames du féminin ont reconnu son talent et lui ont remis évidemment le prix féminin. Deux choses assez drôles au sujet du zèbre. La première, c'est que le roman a été achevé quelques semaines avant le mariage d'Alexandre Jardin avec sa première épouse Hélène. Honnêtement, elle aurait dû fuir au minimum à la lecture du manuscrit de son futur époux parce que vraiment c'est rocambolesque, mais c'est très beau, hein, c'est un amour énorme. Et une autre chose qui est très drôle, c'est que donc c'est un bon élève. Hein. Alexandre Jardin, il a fait Sciences Po, il est animateur de colonies de vacances et il a dit aux jeunes dont il s'occupait tous les étés, si un jour j'ai un prix, je reviens après mon prix m'occuper de vous. Il a eu son féminin, il a fait toutes les télés, on n'a vu que lui. Et bien, il s'est retrouvé gare de Lyon avec un sac à dos sur le dos à accompagner une colonie de vacances dans la foulée de la remise de son prix. Merci Anne-Marie. Au cinéma, c'est Thierry Lhermitte et Caroline Sellier. Exactement. Qui jouent. Et j'oubliais juste une petite chose, il a un deuxième ouvrage en ce moment que vous pouvez lire qui est passionnant, qui s'appelle Révoltons-nous, 1 + 1 + 1 + 1. C'est un chemin en 7 étapes pour devenir un véritable citoyen. Comme Douglas Kennedy hier, c'est un livre qui n'a rien à voir avec sa bibliographie, mais c'est un livre passionnant. Merci Anne-Marie. Je suis devenu roi. Ah, mais si. Catapulte et tout ça. Ah ouais. Bonjour Thierry. Mais qui est fou, qui adore les histoires de châteaux. Ben oui, je comprends. Les catapultes et tout. Cling, cling. Eh ben là, il y a tout ça. Il y a tout ça. Ah oui. Ah ben voilà, c'est pour ça que je disais ça. Donc une cité à l'architecture assez exceptionnelle. Oui, La Ressingle. Voilà, La Ressingle, on est dans le Gers. Je vous propose une carte pour nous situer sur notre belle carte de France et découvrir ce lieu absolument incroyable. C'est la plus petite cité fortifiée de France. Alors c'est un village qui est habité, et puis le village s'est agrandi autour de la cité, évidemment, mais dans cette cité qui a été sauvée au XXe siècle, parce qu'il faut bien le dire qu'on va le découvrir avec ces vieilles pierres, mais le lieu a été sauvé grâce au duc de Trévise, à l'époque, qui a lancé un véritable appel au secours aux Américains, qui ont été d'heureux donateurs, avec un comité spécifique pour sauver ces vieilles pierres, car elles étaient évidemment a priori amenées à se détruire, s'abîmer par la végétation et puis la destruction petit à petit de ces pierres. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une ville fortifiée qui était le territoire réservé aux évêques de Condom, la ville de Condom étant à environ 5-6 km à côté de la Ressingle. Alors ce que je vous propose, c'est de partir en images, de découvrir les lieux qui sont extraordinaires, avec tout de suite, évidemment c'est le soleil qui nous guide vers cette cité, la voilà. Alors elle est au pied de ces vignes qui sont au pied, qui sont des vignes qui nous donnent cet Armagnac et cette croix, cette grande croix en bois qui nous fait comprendre que les évêques de Condom ont habité là et ont fortifié avec 270 mètres de longueur de murs qui entourent cette ville. Alors ça n'entoure pas une ville, j'ai envie de dire que les maisons sont collées, c'est-à-dire que les murs des maisons forment la muraille de ce lieu. Alors on y pénètre par un pont dormant, on a l'habitude maintenant, qui a été un pont-levis au tout début. On rentre dans la cour, là tout de suite il y a le château qui se présente à vous, et puis évidemment le puits, parce que sans eau, impossible de vivre. Il y a 4 puits à l'intérieur de la Ressingle, et puis on a réussi à faire taire enfin notre chroniqueur. On a réussi à l'enfermer. Alors si vous passez par là, vous pourrez vous aussi vous placer dans ce carcan, ce qu'on appelait le pilori. Alors regardez, depuis les toits, on a vu ces tours et ce donjon, surtout ce château dans lequel on pénètre. On vous propose ces images, c'est exceptionnel parce que c'est fermé au public. Le château en lui-même, hein, à l'intérieur de la ville, il y a le donjon et il est fermé au public. Et pour cause, vous avez vu, plus de plancher, plus de plafond, plus de toit ni de charpente, tout a été enlevé par le temps. Semble-t-il, la nature y a repris ses droits, mais on y découvre des lieux de vie. C'était au début des archères, c'est-à-dire de toutes petites fenêtres de toutes petites ouvertures, à travers lesquelles on tirait à l'arc ou avec d'autres moyens pour se battre. Et puis petit à petit, à partir du XVIe siècle, c'est devenu un lieu d'habitation. Alors ces petites archères sont devenues des fenêtres à meneaux et avec un lieu de vie où on pouvait habiter. Vous voyez, on voit encore les traces de ce qu'était le plancher. On pense que l'un des évêques de Condom s'est saisi de tout le bois, des planchers, des toits, de la charpente pour l'installer sur un autre château de ses possessions. Juste à côté du donjon, il y a l'église. On pénètre à l'intérieur de l'église. Cette église est exceptionnelle parce que figurez-vous qu'à l'étage, vous pouvez monter à l'étage discrètement.
discrètement par un tout petit escalier. On appelait ça la salle du refuge. C'est-à-dire que toute la population pouvait grimper à l'intérieur. Il y a 300 personnes à l'époque au Moyen-Âge. Grimper à l'intérieur et se cacher pour ne pas subir les affres des ennemis, des assaillants qui auraient pu rentrer. Donc cette salle du refuge permettait d'avoir de l'eau, parce qu'il y avait un puits en dessous de l'église, et puis en plus, il y avait des petites ouvertures qui permettaient aux pigeons de venir s'installer là. Et les pigeons, qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait de la viande pour manger, on mangeait les pigeons, et les œufs des pigeons qui permettaient de se nourrir. Donc tout cela avait été prévu, mais il faut visiter cette cité de la Ressin, qui est le lieu le plus visité du Gers. Alors, il faut dire aussi que, quand même, c'est un des plus beaux villages de France. À l'intérieur de la cité, on ne l'a pas montré, parce qu'on a montré que les vieilles pierres, mais il y a des lieux de restauration. Enfin bref, il y a de quoi vraiment passer un très bon moment. Puis juste à côté, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Thierry, il y a une sorte de camp d'entraînement avec des machines du Moyen-Âge, vous savez, les catapultes et autres mangonneaux. Donc, ça permet à toutes les générations de s'amuser. Merci beaucoup. Et l'église est fermée également? Non, l'église est accessible, pardon. On y célèbre la messe quand même. Alors, je ne suis pas persuadé, ça, vous me posez une pierre. Mais je pense qu'elle est toujours consacrée, oui, tout à fait. En tout cas, à Saint-Sigismond, en tout cas. La Ressingle, on y retournera un petit peu plus tard. Ah, voilà une bonne idée. Tiens, on va parler vacances pour celles et ceux qui n'en prennent pas, justement. Et pour ceux qui sont en vacances. Et puis ceux qui n'en prennent pas, finalement, ils vont se dire que c'est peut-être pas si mal, parce que vous allez voir la manière un petit peu différente, surprenante, dont les journaux nous parlent vacances. Voyez d'abord cet article de Libération qui explique que l'Espagne en a ras-le-bol des touristes, des commandos contre les touristes. Titre l'article, alors commandos qui ne sont armés que de slogans. Hein. Le plus souvent, ils écrivent des graffitis anti-touristes où ils chantent des slogans. Il y a quand même eu des bagarres, parfois. C'est paradoxal parce que le tourisme est une des bases de l'économie espagnole. Vous savez qu'il y a 17% de chômage en Espagne et que ce serait pire s'il n'y avait pas le tourisme. Mais il est vrai que certaines villes croulent sous la masse. Aux Baléares ou à Barcelone, en été, on entend davantage parler anglais, français ou allemand qu'espagnol ou catalan. Et puis le tourisme de masse fait exploser les prix, si bien que les habitants ne peuvent plus vivre dans leur propre ville. C'est le problème. Problème connu depuis longtemps, par exemple à Venise. Regardez cet autre article, ça c'est un site qui s'appelle Monsieur Mondialisation, site qui reprend des photos effrayantes. Vous voyez ces énormes paquebots qui ressemblent à des barres d'immeubles de banlieue qui accostent jusqu'au cœur de Venise. Les remous des hélices fragilisent les maisons. C'est juste devant la place Saint-Marc. Hein, oui, ça accoste place Saint-Marc, exactement. Carrément. La masse des touristes fait qu'il n'y a plus aucune authenticité. Les restaurants, les boutiques sont tous des trucs à touristes qui vendent des bibelots en plastique fabriqués en Chine. Quand il a sorti pour la première fois ces photos, il y a 2 ans, le photographe italien qui a pris ces images, il a eu beaucoup de mal à trouver un lieu pour les exposer parce qu'il ne fait pas bon dénoncer les excès du tourisme dans un pays touristique, même quand ils sont aussi flagrants. Le journal Les Échos publie de son côté une carte ce matin qui montre la concentration extrême du tourisme pour ce qui est de la France. Vous voyez, bon, c'est pas étonnant. Bien sûr, les touristes se concentrent essentiellement à Paris, vous voyez, à la montagne et sur les côtes. Mais il y a pourtant d'autres endroits agréables, à la campagne, le Gers, l'Alsace, les châteaux de la Loire, que sais-je. Il y a aussi la question de la pollution qui est posée par ce problème. Je reviens au paquebot. Le Figaro rappelle ce matin que les fumées des cheminées des paquebots sont très polluantes en plus. À Marseille, les habitants du bord de mer se plaignent, là la photo est à Marseille, se plaignent des dépôts noirs sur les façades et sur le linge. Le fioul des bateaux contient 3500 fois plus de certains polluants que le diesel des voitures, qui pourtant déjà n'est pas tout blanc, c'est le cas de le dire. La concentration en particules serait 100 fois plus élevée dans les rues proches du passage des bateaux que dans les autres rues de Marseille, dénonce le Figaro. Toujours à propos des vacances, vous lirez aussi dans Le Parisien aujourd'hui en France qu'il vaut mieux choisir correctement sa compagnie aérienne quand on prend l'avion. Regardez, voici encore une histoire de personnes handicapées, parce que ce n'est pas la première fois, qui a eu toutes les peines du monde avec une compagnie aérienne. À son arrivée à Roissy, la compagnie low-cost islandaise WOW a mis pas moins de 1 heure à apporter le fauteuil roulant de cette dame. Et en plus, on lui a rapporté cassé. Donc la passagère a attendu 7 heures allongée sur une banquette à Roissy. Alors elle dit que le personnel de l'aéroport était très bien. Mais par contre, la compagnie avait déjà exigé 400 € de supplément pour qu'elle puisse être devant, vous savez, au premier rang de l'avion où il y a plus de place. Histoire édifiante, donc, dans Le Parisien. Et puis, je termine heureusement avec quelques infos moins scandaleuses. Vous apprendrez d'abord dans Le Parisien toujours que la répression des fraudes veille pour que vos vacances soient agréables, pour que vous soyez bien traités. On surveille, vous voyez, la qualité de la nourriture dans la vente à emporter ou bien la sécurité des activités comme le rafting ou l'acrobranche. Il vaut mieux que ce soit en toute sécurité. Enfin, vous apprendrez dans La Croix que les églises cherchent des volontaires parce qu'on manque de guides pour faire visiter les belles églises. Parfois, il n'y a pas les moyens de les payer.
Donc il faut des guides bénévoles. Et comme les temps sont durs, les étudiants cherchent bien sûr des métiers payés pendant les vacances, c'est normal. Article à lire dans La Croix sur cette question des visites des églises. Donc, si vous prenez des vacances, eh bien profitez-en. Et sinon, vous savez qu'on est là tous les matins et France Télévisions vous accompagne, évidemment. Merci Frédéric. À tout à l'heure pour la revue de presse culturelle. Béatrice Bonagonin, eh bien, elle nous emmène découvrir l'un des événements culturels. C'est majeur cet été. C'est une rétrospective dédiée aux plus puristes. Le puriste des impressionnistes. Et pourtant assez méconnu. C'est Sisley, Alfred de son prénom. Si l'impressionnisme est par définition une peinture de paysage, Alfred Sisley est un puriste. Rarement un peintre n'avait peint la nature sous toutes ses formes, en toute saison, à toute heure, avec autant de passion. Comme la plupart des impressionnistes, Sisley va poser son chevalet en région parisienne, au cœur de paysages qu'il affectionne particulièrement. Et comme tous les impressionnistes, il va peindre des sujets propres à cette région, comme les ponts, les bords de l'eau, les champs et les forêts. Jusque-là, que ce soit dans les sujets ou dans la touche, Sisley est dans le sillon d'un Monet ou d'un Renoir. Mais face à ces paysages, il va développer un instinct et créer un style bien à lui. À Louvciennes, il peint l'hiver et la neige. À Port-Marly, il observe les crues de la Seine entre 1870 et 1880. À Moret, il peint l'église par tous les temps et réalise une série sur le même thème, comme Claude Monet le fait au même moment avec la cathédrale de Rouen. Malgré une industrialisation galopante en cette fin du 19e siècle, Sisley préfère peindre la campagne et les villages plutôt que les cheminées fumantes. Comme si le temps s'était figé, loin du progrès. Sisley accorde une importance toute particulière au ciel, et ça se voit. Un ciel de Sisley ne ressemble à aucun autre et montre toute la poésie qui émane de ses toiles. La poésie, on la retrouve aussi dans les couleurs qu'il utilise. Avec le temps et de l'audace en plus, on voit apparaître des roses, des violets, des pourpres, des bleus qui l'éloignent de la réalité et le modernisent. Sisley a des difficultés d'argent et se retire définitivement loin de Paris, où la vie est moins chère et les paysages à son goût. Dans ces dernières années, on voit le soin qu'il apporte à peindre encore et encore cette nature qui lui est si chère, où les couleurs virevoltent du lever au coucher du soleil, où l'on entend le bruit du vent dans les arbres. Il nous laisse une œuvre qui nous rapproche de l'essentiel, la nature à l'état brut, source de toute vie. C'est bien, hein, Sisley. Voilà, à Aix-en-Provence. Voilà, j'ai quelques amis là-bas, donc on les embrassera très fort. Allez vous régaler, c'est une très très belle exposition. Le son d'Alex, ou les sons d'Alex, ou les leçons d'Alex. Un nouvel épisode du best-of de ces leçons musicales. Aujourd'hui, avec des bêtisiers, évidemment, tout ça est inédit. Alors, à vos stylos, aujourd'hui, on va prendre un petit cours de solfège, parce qu'on en a bien besoin, Alex. Cette ambiance, coin du feu, me donne envie de vous parler de solfège. Oh non! Si, c'est important le solfège, les enfants. Mais oui, c'est ce qui structure la musique occidentale. Le majeur, le mineur, des petites mélodies, comme ça on écrit une chanson, puis peut-être ça devient un tube, hein. On ne sait jamais. Ce serait grâce à moi, aux leçons d'Alex, hein. Ça sent pas un peu le cramé? Oh, dis-moi, oui. Que tu aies plus de 18 ans ou moins de 18 ans, cette chronique te concerne. Oui, parce que nous allons parler du majeur et des mineurs. Et pas l'âge, non, les modes musicaux. Ben oui, parce qu'en Occident, depuis le XVIe siècle, il y a deux modes musicaux. Le majeur et le mineur. C'est facile à reconnaître, hein. Le majeur, c'est ensoleillé, c'est gai, hein, c'est puissant comme ça. Et le mineur, c'est... Imaginez un petit chat. Oh, le petit chat est mort. Oh. C'est un exemple, il est vivant. Imaginez, c'est votre anniversaire. Oh, mon anniversaire. Oui. Non, c'est un exemple. Et quelqu'un se met au piano. Oh, c'est chouette. Bah oui, en mineur, ça change tout.
Enfin, c'est quand même votre anniversaire, c'est déjà ça. Je vous propose un autre exemple. Prenons un... Je viens de faire un clin d'œil, c'est Happy la chanson. Putain, je pas. Oh, j'ai dit... Oh là 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 là, j'ai dit à la télé. En fait... en fait, j'ai pas de texte. Dave Brubeck a eu l'excellente idée d'utiliser des signatures rythmiques différentes. Parce qu'en Occident, généralement, les morceaux sont en 3 temps ou en 4 temps. Je m'explique. Prenons la valse la plus connue qui se passe dans le Danube. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3 temps. Et Dave Brubeck, il arrive, il fait un morceau en quoi? En 5 temps. Bim! Et le morceau s'appelle Take 5. Et bien sûr que vous le connaissez. Take 5, c'est ceci. Et c'est en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Avec le sublime saxo de Paul Desmond. L'histoire raconte que Dave Brubeck, lors d'un voyage à Istanbul, a entendu des musiciens dans la rue. Ah ouais, parce que les musiciens à Istanbul, ils sont comme ça dans la rue. Pop, ils jouent en 5 temps, paf, ils jouent en 9 temps, ils jouent en 7 temps. C'est des dingues. Et moi, je vous ai retrouvé des Turcs à 5 temps. Mais oui, écoutez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mais Dave Brubeck, c'est un foufou. 5 temps, ça lui suffit pas. Le mec, il veut le maximum. Il veut combien? Il veut 9 temps. 9 temps? Mais oui, c'est possible. Mais 9 temps découpés. Je m'explique. Il part sur 2 temps. Ça, c'est la base. Puis il rajoute 2 temps parce que franchement, vous m'êtes très sympathique. Puis en petit cadeau de bienvenue, il fait 2 temps en plus. Puis il rajoute 3 temps. La petite cerise sur le gâteau. Ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ça vous dit rien? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ça vous dit rien? Écoutez ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Et ben ça, c'est Blue Rondo à la turque. Qui connaît la pochette? Mais Dave Brubeck, c'est un foufou. 5 temps, ça lui fait. Là, on voit un petit peu, là, on voit pas. Là, on voit, là, on voit pas. Là. Prenons l'intro de Let It Be. Et Sir Paul qui va se mettre à chanter. Ben, vous savez quoi, quand on prend cette chanson et qu'on prend la voix de Bob Marley qui chante No Woman No Cry, ça fait un truc incroyable. Écoutez bien, Let It Be et Bob Marley. No woman no cry. C'est dingue, non? No woman no cry. Même suite d'accords, donc quand vous posez la mélodie dessus, ça donne ça. J'ai trouvé. Hey, c'est Bob McMarley. Non? C'est fermé, hein? À bientôt. Super, merci pour cette merveilleuse leçon. Alex, tout ça c'est sur le site de Télématin si vous voulez revoir toutes les séquences de Télématin. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Ah, ouais. Ça va vous plaire, ça va vous plaire. Je ne sais pas où vous êtes exactement, mais si vous êtes du côté des Alpes, entre le Ventoux, les Alpes, vous allez vous régaler parce qu'on va découvrir avec Marie-Dominique Perrin ce qu'on appelle les baronnies provençales. Alors ça mérite quand même une petite explication. Oui, c'est un territoire très particulier qui se situe, si vous voulez, entre Nyons, Buis-les-Baronnies, qui s'en va vers Gap, qui s'envole vers les Alpes d'Haute-Provence. Si vous voulez vous cacher cet été et profiter de paysages de toute beauté de moyenne montagne, franchement, moi, c'est un coup de cœur énorme. C'est l'un des endroits de France que je préfère. C'est très sauvage, je vous préviens. Il n'y a pas de boutique de luxe à côté. Hein, pour ceux qui veulent faire du shopping, c'est pas Saint-Tropez. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça les baronnies? Alors, les baronnies, parce qu'autrefois, au Moyen-Âge, même avant, il y avait plein de petits barons qui montaient sur les villages pour voir l'ennemi venir de loin et se protéger, qui se faisaient des guerres sanglantes mais déchirantes entre eux. Mais comme ils étaient montés en hauteur, ils voyaient l'ennemi arriver. Et donc, c'est un paysage qui est à la fois pastoral avec des moutons, végétal couvert d'amandiers, minéral avec cette roche qui affleure tout le temps. Et c'est fantastique, c'est magnétique. Et au milieu de tout ça, évidemment, je vous ai trouvé une belle adresse, la ferme Forstia, qui a installé des lodges sur ses terrasses pour des vues à couper le souffle. On y va. Nous sommes dans les baronnies provençales, un massif des Préalpes, et pourtant... Beaucoup de montagnes sont plutôt pyrénéennes. Elles sont apparues à l'époque où les Pyrénées sont apparues. C'est par exemple le cas du Mont Ventoux, qui lui a plus ou moins la même forme que les Pyrénées. C'est beaucoup l'agriculture qui faisait vivre les gens du coin. Aujourd'hui, c'est plutôt le petit épeautre et la lavande.
Il y a la fête du tilleul à Buis-les-Baronnies et on calculait le cours du tilleul pour le monde entier dans le coin. Les Baronnies, c'est un territoire qui appartenait au Saint-Empire romain germanique et qui était géré par des barons parce que assez éloignés de la capitale de cet empire. Alors ces barons vivaient dans des villages assez perchés parce qu'ils étaient souvent attaqués. Le Moyen-Âge ici a connu d'importantes guerres de religion, notamment à cause du baron des Adrets et son fidèle lieutenant Charles du Puy-Montbrun, qui donc vivait ici à Montbrun-les-Bains. Ces deux personnages ont vraiment inspiré la terreur dans toute la région. De nos jours, c'est plus calme. Si les Romains furent les premiers à exploiter les eaux thermales de Montbrun, sans être pour autant curistes, les randonneurs peuvent se désaltérer sans crainte aux 16 fontaines du village. Entre Ventoux et Baronnies. Il y a plus de 25 ans que Véronique a découvert Brandt et n'en est plus jamais repartie. Quand j'ai découvert cet endroit, je me suis dit « Ah oui, c'est là, c'est la place, c'est le lieu ». Ça a un petit côté village de crèche accroché à la montagne. Des santons bleus, serait-ce des vacances dans les Cyclades qui l'ont inspirée? J'ai été très marquée par une exposition d'Yves Klein. J'ai vu qu'il y a une trentaine d'années à peu près. Et en fait, bleu parce que j'avais envie de travailler sur la couleur bleue. Je suis une vraie santonnière, je crée tous mes modèles. Tout est fait main. Made in France, absolument. Et maintenant, un campement nature dans les Baronnies. Comment découvre-t-on un endroit pareil? Ça a été assez simple. Pour être né dans la vallée et installé ici depuis 4 générations. La nature est magnifique, vous l'avez autour de vous. Et là, promis pour le coup, j'y suis pas pour grand-chose. Un autre l'a fait bien avant moi. Christian, voilà ce qu'il a ajouté au décor. La passion, c'est l'équitation au départ. J'ai eu l'occasion de randonner beaucoup à cheval ici. Et un jour de faire école d'équitation. Au tout début, j'ai commencé par faire un tout petit gîte, tout à fait modeste, pour recevoir des cavaliers. Les lodges sont venus un petit peu plus tard pour répondre à une demande d'hôtes qui venaient passer une semaine chez nous. C'est Marjolaine qui s'occupe de la décoration. Elle a l'art et la manière de chiner, de définir des thèmes, des couleurs. Fan d'équitation, certes, mais de cinéma aussi. Tous les lodges empruntent leur nom au 7e art. Des lodges et une cabane prénommée Django. Et l'idée, qui est une idée de môme au départ, de construire une cabane, on a tous eu l'occasion de construire des cabanes. Je suis un passionné de musique et j'adore Django Reinhardt. J'ai conscience de vivre au paradis. Tous les jours, quand je vois ces couleurs, ces montagnes, avec la lumière qui change, toute l'année, j'en ai conscience, oui. Il a bien raison d'avoir conscience de vivre au paradis, parce que c'est vraiment des endroits, c'est vrai, c'est assez secret, qu'on ne connaît pas. Ouais. Et franchement, c'est ça le luxe pour moi. C'est le luxe absolu. Des terrasses contemplatives. Bon, vous donnez quand même tout ça sur le site de Télématin. Sur le site internet. Pour ceux qui veulent bien sûr, avec toutes les adresses, tous les petits coins. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. Et c'est vrai que parfois, on a besoin, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas forcément ce qu'il faut faire. Les fameux gestes qui sauvent. Bien, vous savez qui peut vous sauver? Bien, les petits. Voilà, les petits. Il y a des petits de 3 ans qui parfois peuvent sauver des adultes parce qu'ils savent ce qui se passe, oui. Ils devinent à peu près ce qui se passe. Absolument, c'est exactement ça. Et on en parle ce matin parce que c'est la 16e édition de la caravane d'été de la Croix-Rouge française qui se déplace dans 18 villes de France. Par exemple, aujourd'hui, cette caravane où on pourra apprendre les gestes qui sauvent sera à jouer les tours. Donc, c'est l'occasion de parler de ce dont vous venez nous dire, Thierry, c'est-à-dire que la Croix-Rouge française s'intéresse beaucoup aux tout petits et d'une certaine façon, elle permet de rattraper le retard français par rapport aux pays du Nord. Et vous allez voir dans le reportage qu'on a pu faire au siège de l'association, comment on arrive à sensibiliser les tout-petits dès l'âge de 3-4 ans pour qu'ils puissent, le cas échéant, faire le 15. Et des études le montrent et des cas le montrent. C'est des enfants de cet âge-là qui ont pu parfois intervenir et sauver un parent, un voisin qui était en détresse. Je vous propose tout de suite d'écouter le docteur Cassan et de voir un peu quelles sont les questions que posent les enfants. Regardez.
La Croix-Rouge française forme 300 000 personnes par an et en particulier, bien sûr, la frange la plus jeune de la population, car c'est à cet âge-là que l'on doit commencer à s'initier au premier secours. Alors on aborde les 3-12 ans d'une manière très différente des adultes, parce que bien sûr c'est sous un mode ludique et très interactif avec les enfants, et bien que nous allons enseigner les premiers secours afin que dans leur mémoire s'imprègnent des principes aussi fondamentaux que sont la protection ou l'alerte par exemple dès le plus jeune âge. Et là, c'est quoi ça? Une piscine. Une piscine, c'est bien ce qu'il fait là? Il va sauter et un petit garçon en dessous. Ouais. Parce qu'il n'a pas de bouée et il n'a pas de parents qui le Il surveillent. n'y a pas de bouée, pas de parents qui surveillent? Ok. Les tout petits, tout d'abord, à qui on va enseigner vraiment les principes de base, ne pas prendre de risques en cas de situation d'accident, appeler un adulte le plus vite possible, et puis, bien sûr, donner l'alerte s'ils en sont capables. Le SAMU, j'écoute, bonjour. 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 Qu'est-ce qui se passe? Il y a ma maman qui est tombée dans les pommes. Elle est tombée dans les pommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour t'aider autour? T'es toute seule? Si, il y a quelqu'un, il y a ma voisine. Tu peux aller chercher ta voisine? Mais tu gardes le téléphone. Ok. Pour l'autre population un peu plus âgée, il est clair qu'aujourd'hui, les gestes de premier secours sont effectués de la même qualité que les adultes. Arrêter une hémorragie, arroser une brûlure, faire un massage cardiaque, ce sont des gestes qu'ils seront capables de réitérer en cas de situation d'accident durant leur vie. Ah, attention, faut pas trop bouger les mains. Alors nous avons d'excellents exemples où des très jeunes enfants ont appelé le SAMU pour sauver leur maman qui venait d'avoir un accident. Il parle pas, on a vérifié qu'il respirait correctement, on va le mettre sur le côté. Je vais la mettre là contre son oreille, tout le monde voit? C'est bon? Et on tourne. Allez, on appuie. Complètement. Bien. Puis tu lui mets la jambe à l'angle droit, comme ça, que ce soit mieux, et puis tu appelles les secours. Ça va? Parfait. Des très jeunes enfants ont été capables de faire le 15 et de discuter avec le professionnel de santé qui va le plus souvent, bien sûr, envoyer une équipe de secours le plus rapidement possible. C'est vous les héros, vous allez sauver plein de gens si vous appliquez ce que je vous ai appris, alors bravo. On peut remercier les enfants, remercier aussi Christophe Talmé, qui est responsable de la formation Premier Secours, parce que c'est lui qui essaye de sensibiliser les enfants. Et vraiment, ils accrochent, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et jusqu'à 10-12 ans, ils accrochent. À 10 ans, un enfant peut faire un massage cardiaque? Absolument, on l'a vu sur cette image. Ils arrivent à bien se positionner en faisant une croix au milieu du torse pour bien situer le cœur, et ils arrivent à faire ce massage cardiaque. Des cas ont montré qu'ils ont pu intervenir. Donc c'est bien, c'est une bonne démarche. Et puis, c'est une façon aussi de sensibiliser les parents. Parce qu'une fois que ces enfants retournent à la maison, ils disent « Papa, maman, on a fait des choses formidables. » Et les parents, eux aussi, sont obligés de s'aligner. Alors, si vous voulez en savoir plus, si vous souhaitez y participer, sachez qu'il y a cette caravane d'été qui est actuellement à jouer le tour. Elle sera à Marseille, à Metz, à Lyon, à Beaune et à Béziers. Toutes les informations sur le site de la Croix-Rouge française où vous pourrez éventuellement vous inscrire pour faire les gestes qui sauvent à tous les âges. Merci Richard. Ah, c'est beau. Ah bah j'ai un joli petit filet de voix. Là, il y a quelque chose à faire. C'est reconnu. Valérie Gersal vous a accompagné parce qu'il est très intéressé parce que vous allez proposer un petit nouveau sur la Côte d'Azur, un nouveau festival. Ouais. Ah, ça a commencé à Bandol, ça s'appelle Luna Lena. Pourquoi je dis ça a commencé à Bandol? C'est un nouveau festival itinérant, c'est un festival régional, figurez-vous. Ça va aller dans toute la région, chaque année, une nouvelle ville. Ça commence à Bandol, pourquoi? Parce que c'est parti d'une idée de Marc Davin, qui est le directeur des animations et de la culture à Bandol, qui a eu cette idée de, voilà, on va proposer un nouveau festival avec un nouveau genre de musique pour attirer peut-être plus de jeunes. Donc là, c'était pop électro, reggae, nous rejoint évidemment. Alors cette idée-là a beaucoup plu à Jean-François Roubaud, qui est le directeur du festival et qui est un ancien journaliste musique d'une pointitude, si on peut dire. Un connaisseur, quoi. Non, c'est un vrai pointu et c'est un vrai connaisseur. Il sait exactement ce qu'il faut additionner à quel groupe, plus quel chanteur, pour avoir un festival en 2 jours qui explose. Donc là, évidemment, tout le monde était content. Il y avait un public de dingue, avec une énergie folle. Nous les avons rencontrés. Nous avons rencontré Jean-François Roubaud. Il y avait Alpha Blondy, figurez-vous. Il y avait Phoenix, figurez-vous. Il y avait Cocoon. Vous savez, ils sont tellement doués, les Cocoon, mais ils sont un peu fous. Ils sont un peu... Regardez, on les a rencontrés, on les a interviewés.
Luna Lena, c'est un festival qu'on a posé à Bandol, dans le Var, au bord de l'eau, dans un endroit magnifique, et qu'on a l'intention de faire perdurer et de faire bouger, un festival itinérant dans tout le Grand Sud. Et autour de ça, on a aggloméré des choses qui sont assez magiques. Horace Indy, moi j'en ai des frissons là quand ça joue parce que c'est un grand monsieur. Il a fait le lien entre tout un tas de choses, entre la Jamaïque et l'Europe, entre le reggae et l'électro. Moi je l'ai découvert à l'envers, je l'ai découvert par Massive Attack. C'était la voix de Massive des premiers. Les Tudor Cinema Club, ça a ce côté pop épique, c'est-à-dire les mecs qui se carbonisent, ils se crament à tourner un peu partout dans le monde et ils ont un tel désir de jouer et de partager qu'on avait envie de les programmer. Salut, c'est Cocoon, on est à direct de Bandol, je m'appelle Marc et voici Guillaume. Pour choisir les festivals, c'est simple. C'est là où passe le voilier, en fait. En fait, vu qu'on vient en voilier, voilà. on prend les endroits près de la côte, tu vois. Là, c'est notre bateau. Voilà. Salut. Il y en a qui dorment au camping? Ok. On a fait une chanson pour les campings. That's what I like about you. That's what I like about you. Il y a une liberté absolue de faire des choses peut-être qu'on ne se permet pas dans une tournée qui est rodée. Tu as des gens qui partagent avec toi quelque chose, qui ne sont pas juste venus te vendre un produit. That's why. Ok, à gauche on va plus bas et à droite plus aigu. Ok, c'est pourri. Alpha Blondy, Jérusalem, God is One, papa musulman, maman chrétienne, la souffrance, mais le partage et l'espoir. Pour moi, c'est ça. C'est à la fois un cri et un rire. Et je crois qu'on en a besoin aujourd'hui, plus que jamais. Et pour ça, c'est plus que de la musique. Bon, résultat... Résultat exceptionnel, donc longue vie à Luna Lena. Vous savez, on dit c'est le numéro 00, c'est quoi? C'est le point de départ, c'est l'avenir est devant ce festival. Et il y a l'autre festival, donc ça c'était ce week-end, ça vient de se terminer. Il y a encore un autre festival qui s'appelle les Haussiennes, toujours à Bandol. Voilà, avec une nouvelle programmation. Là, vous allez avoir Véronique Sanson, vous allez avoir The Avener, vous allez avoir M. Pokora. Voilà, il y en aura pour tout le monde. Et entre les deux, figurez-vous qu'il y a les nuits du Château de la Moute. Ça se passe à Saint-Tropez. Et donc, c'est encore une autre programmation. Donc là, par exemple, ce soir, soirée cubaine, si vous voulez. Voilà, il va y avoir du jazz, plein de choses. Donc, vous pouvez vraiment vous enchaîner ces deux festivals qui restent. Voilà. On pense à tout le monde. Merci à beaucoup. Tout le monde. Les Châteaux de la Moute, ce soir, le 10, le 13. Et ce week-end, les Haussiennes à Bandol. Et merci à tout le monde. Merci à ces festivals formidables. Et bonne journée. Gros bisous à tout le monde. Les publicités de Thomas Hervé, on vous attend avec impatience aujourd'hui. Les jeux vidéo sont à l'honneur. Mais alors attention, vous allez vous croire dans un film américain, ou presque. Regardez. Bonjour, aujourd'hui je vous emmène jouer aux jeux vidéo, pas avec n'importe qui, avec les plus grandes stars du cinéma américain. Vous me direz, attendez, elles ont que ça à faire? Tiens, prenez par exemple Schwarzy, Arnold Schwarzenegger, Terminator. I'll be back. Eh bien, Schwarzy avec un vulgaire smartphone en guise de console, c'est sûr qu'au début ça peut un petit peu surprendre. Mais ça paye, alors. Hasta la vista, baby. I'm back. Get to the chopper! Hasta la vista, baby. Mobile Arts, download and play now. Changeons complètement d'univers, je veux dire de Monsieur Univers. Là, il s'agit de Liam Neeson. Oui, vous savez, l'acteur principal de Taken. Lorsqu'il promet au ravisseur de sa fille qu'il ira les retrouver pour les... Eh bien,
Figurez-vous que Liam Neeson fait exactement la même promesse à un joueur de jeux vidéo de 12 ans. Courageux. I don't know you, big buffet boy 85. But if you think you can humiliate me and take my gold, think again. Oh, I'm coming for you with lots of barbarians and dragons. I can't wait to destroy your village while you beg for mercy. But you will get no mercy. I will have my revenge. Liam? I have a scone for Liam? Over here. It's, Liam. You will regret the day you crossed Angry Neeson 52. Nous vous avons gardé le meilleur pour la fin avec Star Trek, le Captain Kirk et son pire ennemi, l'homme lézard Gorn. Eh bien, ces deux personnages mythiques s'affrontent maintenant dans un jeu vidéo. Et pour le lancement, ils ont repris les mêmes acteurs 30 ans après. Alors, le lézard, il a plutôt bien vieilli, mais Captain Kirk, il a un peu ramassé. You keep getting me killed. I thought you had my back. Oh, not again. Hold on just a minute. Okay. We're both too old for this kind of thing. Star Trek. All right, now you're overacting. Ah, Star Trek, Star Wars. Là, pour le coup, faut vraiment avoir la force pour pas avoir l'air complètement ridicule. Je suis ton père, Luke. Je suis sérieusement ton père. Et je te demande de lâcher la console et d'arrêter de jouer pendant que je parle. Pourquoi? Parce que Télématin continue. Voilà, on regarde la télé ou on joue. C'est pas les deux. Où est-ce qu'il est, mon sabre laser? Bon, et on continue, tiens, on continue à faire le tour de nos régions avec Julia. Alors, on va découvrir quoi, les accents, c'est ça? Oui, c'est ça, on s'en rend pas toujours compte, hein, mais la France compte une centaine de variétés de langues régionales, un trésor culturel assez unique et relativement insoupçonné. Il y a un outil sur Internet qui s'appelle atlaslimsi.fr qui va permettre de découvrir et d'entendre en un clic l'accent d'une région. Regardez cette carte de France. Alors, vous cliquez et lorsque vous cliquez, eh bien, on va vous proposer un texte, des vers qui sont prononcés avec l'accent du coin. Alors, l'Atlas a été conçu par des chercheurs, c'est vraiment une petite richesse pour les oreilles. Je vous conseille aussi l'accent lorrain de Fred qui est assez sympathique. Et il fait très bien les accents. Non, moi j'ai tendance à mettre des accents circonflexes un peu partout. C'est ça l'accent lorrain. Il y a une chose assez drôle, il y a un récent sondage qui vient d'être fait, qui a été publié il y a 2 jours sur les accents. Ouais. Voilà. Et en fait, l'accent le plus sexy au monde pour les étrangers, c'est le français avant l'italien. Ah ben, vous étiez en train de faire la fin de mon intervention, Marie. L'accent le plus sexy du monde, l'accent français. Non mais vous voyez comme on est connectés sur le même cerveau toutes les deux. Voilà, quelle merveille. Voilà. Mais à coup pas. Mais non, il n'y a pas de problème. Mais on se partage de la connexion, voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Julia. Allez, une page gastronomie qui se tourne pour commencer. Oui, parce qu'hélas, dans plusieurs journaux ce matin, vous trouverez des articles sur la disparition de ce grand monsieur de la gastronomie, Christian Millau, celui du guide Go et Millau. Vous voyez ici La Croix et le Figaro, brillant écrivain
du bien manger, qui avait créé le Goemio avec son ami Henri Gault en 72, ce qui avait donné un coup de jeune au monde de la gastronomie avec la défense de nouvelles saveurs. En gros, c'est le moment où on est passé de la blanquette de veau à l'émulsion de cresson sur filet de truite, vous voyez. Non, c'est vrai. Alors, avant, il n'y avait que ce qu'on appelle la cuisine bourgeoise, ce qui est très bien aussi, les plats traditionnels, mijotés. Mais depuis, il y a aussi l'innovation, parce que la tradition n'empêche pas la créativité, disait-il. À un moment, c'était un peu la guerre entre ceux qui ne juraient que par le Goemio, vous voyez les deux là, Gault et Millau, et ceux qui préféraient le Michelin qui est plus traditionnel. Henri Gault était mort en l'an 2000 et Christian Millau l'a donc suivi ce week-end, le week-end dernier, à l'âge de 88 ans. Du coup, c'est le moment de leur rendre hommage. Ne mangeons pas n'importe quoi. C'est ce qu'a dû se dire ce couple de Seine-et-Marne qui fabrique, regardez, des soupes bien mieux que les soupes industrielles qui ne sentent que la patate et le sel. Eux, comme vous le voyez, ils travaillent avec des petits producteurs et surtout à partir de ce qu'on appelle des légumes moches. Vous savez, les légumes refusés parce que tordus ou bizarres, ce qui en soupe, de toute façon, n'a aucune importance. Leur entreprise s'appelle la Conserverie de l'Arnière, à la Ferté-Gaucher. Vous trouverez les coordonnées dans le Parisien. Et de son côté, Libération propose le dessert. Vous préparerez vous-même un vacherin. Le feu et la glace, la crème glacée à la vanille et à la fraise sous la meringue croustillante. Recette simplifiée, hein, c'est pas la recette du Goemio, parce que pour éviter de faire soi-même, vous pouvez acheter la glace et la meringue toutes faites du moment que c'est une bonne marque, dit Libération. Et ensuite, il vous reste le montage du gâteau quand même et la réfrigération. Hein, vous avez les étages et tout ça, vous malaxez. Il y a aussi une recette un peu plus compliquée d'un gâteau avec du mascarpone dans les pages de Libération. C'est les pages été de Libération qui sont au milieu. Enfin, je termine avec des visites. Des visites quand vous aurez bien mangé. Courez voir la collection de ce passionné de motos anciennes. Regardez, c'est à Bensenheim, dans le Haut-Rhin. Ce monsieur qui a 90 ans, vous le voyez à droite, entretient lui-même sa centaine de motos. Ça s'appelle le musée rhénan de la moto à Bensenheim, donc près de Mulhouse. En Alsace également, un jeu qui fait fureur. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça, Thierry. Ça s'appelle en anglais un escape game. Ah oui. Vous êtes enfermé dans une Live pièce. escape game. Vous êtes enfermé dans une pièce et vous devez résoudre des énigmes et des codes pour sortir. Alors ça peut durer plus ou moins longtemps selon que vous êtes doué ou pas. Moi j'en ai fait, mais je ne suis jamais sorti. Voilà. C'est très à la mode dans les chambres d'hôtes. On vous a ouvert la sortie de secours au bout de 2 heures. Bon, à un moment donné, j'ai dit au secours. Laissez-moi sortir. Alors ça existe un peu partout en ville, mais là c'est intéressant, c'est dans une mine désaffectée à Sainte-Marie-aux-Mines. Donc c'est vraiment une ambiance particulière près de Colmar. Allez-y vous faire peur, c'est dans le Parisien également. Et puis de la culture un peu plus classique, mais enveloppante elle aussi. La Croix vous propose d'aller faire un tour au musée de l'Orangerie à Paris, parce que n'oublions pas que c'est là qu'on peut se faire submerger par les nymphéas de Monet, qui sont autour d'une pièce en ovale, vous voyez, 90 mètres de long qui vous encercle pour une expérience totale. C'est à l'Orangerie des Tuileries à Paris et l'article est dans La Croix. Voilà une merveilleuse revue de presse culturelle. Voilà, il y a de quoi faire. Merci beaucoup, Frédéric Vion.